Il est bien peu d'aspects de l'industrie où l'on ne constate de nos jours le rôle crucial joué par l'engrenage. Tout au long de l'histoire de l'industrie, les engrenages ont été utilisés pour transmettre les mouvements de rotation, d'un axe à un autre, d'une direction à une autre, d'une vitesse à une autre, augmentant ou réduisant le couple. L'avantage des roues dentées sur les autres formes de transmission est qu'elles peuvent transmettre de plus grandes forces, à plus haute vitesse et puissance. La lubrification des engrenages a toujours été importante. Même au temps des dentures en bois, on utilisait des graisses animales et des cires pour les aider à fonctionner sans heurts. Avec le développement des engrenages métalliques, les huiles minérales raffinées sont devenues rapidement le lubrifiant le plus utilisé. De nos jours, l'évolution de la technologie des matériaux, des modes de fabrication mécanisés et des conceptions mécaniques va de pair avec la transmission de plus d'énergie par des engrenages plus solides, plus petits, plus précis. Le lubrifiant dans cet environnement est soumis à des conditions de travail plus contraignantes. Le choix du lubrifiant approprié n'en est que plus important. Des engrenages ou des combinaisons d'engrenages sont fréquemment utilisés lorsqu'une modification de vitesse est requise. Généralement, la transmission s'effectue entre un moteur ou une turbine et une machine. Le jeu d'engrenages permet au moteur et à la machine de tourner à leur vitesse respective de meilleurs rendements. Par exemple, cette éolienne utilise un multiplicateur de vitesse à engrenage qui transforme les 88 tours minutes développés par le rotor en 1500 tours minutes pour les besoins du générateur. Le rapport entre la vitesse initiale et la vitesse de sortie est facile à déterminer. Par exemple, si on fait tourner un petit engrenage et qu'il entraîne un engrenage plus grand comportant 2 fois plus de dents, lorsque le petit engrenage aura fait un tour complet, le plus grand en aura fait un demi. La vitesse du grand engrenage est donc la moitié de celle du petit. Le rapport entre les vitesses relatives de deux engrenages s'appelle le rapport d'engrenage, réduction ou multiplication. C'est un sujet complexe que celui des engrenages et de leur lubrification. Nous considérerons ici les types d'engrenages. Les trains d'engrenage. Pourquoi les lubrifier? Les méthodes de lubrification. Et finalement, le choix du lubrifiant. Tout d'abord, considérons les types d'engrenages. Il y a de nombreux types d'engrenages. Le plus simple est l'engrenage droit. Ses dentures sont parallèles aux axes. Il est utilisé pour connecter des arbres parallèles. De nos jours, les dents des engrenages droits sont taillées avec un profil en développante de cercle. Et cette même conception prévaut pour la majorité des autres engrenages. Bien que la notion de développante de cercle permette théoriquement d'obtenir une transmission en douceur des mouvements, le principe de l'engrenage droit tend à causer des vibrations et du bruit. Et toute usure, résultant entre autres de charges saccadées, ne pourra qu'amplifier les choses. Pour cette raison, l'utilisation des engrenages droits est limitée aux vitesses relativement basses. Les engrenages hélicoïdaux sont utilisés comme les engrenages droits pour transmettre les mouvements entre arbres parallèles. Pour éviter les problèmes de vibration inhérents aux engrenages droits, les dents sont ici taillées suivant une hélice à partir d'une matrice cylindrique. Ceci impliquera le contact simultané d'un plus grand nombre de dents que ce n'était le cas avec l'engrenage droit, et on obtiendra une meilleure continuité de mouvement. Il en résulte un fonctionnement silencieux, sans vibration, et l'usure inévitable sera bien répartie sur l'ensemble des dents.
Ces engrenages peuvent tourner à vitesse et charge considérablement plus élevée que ne peuvent supporter les engrenages droits. L'effort transmis donne lieu à une composante axiale résultant de l'angle des dents par rapport à l'arbre. Ceci aurait tendance à séparer les engrenages en contact pendant l'effort. La conception des paliers doit donc être telle qu'elle permette d'absorber ces poussées axiales par utilisation de roulements coniques ou de paliers de butée. Avec les engrenages à chevrons, les dentures résultent d'une double taille hélicoïdale en V. La poussée axiale de chaque branche des chevrons est égale et opposée. Les poussées axiales sont donc équilibrées. Ces engrenages sont parfois taillés avec une gorge centrale, à la place de ce qui serait l'angle des chevrons, pour éviter l'accumulation de pression d'huile dans cette zone. Les engrenages coniques sont utilisés pour connecter des axes concourants, généralement à angle droit. Les dents sont taillées à partir d'un cône au lieu d'un cylindre. Si elles sont à taille droite, les engrenages correspondants, engrenages coniques droits, présentent les mêmes désavantages que les engrenages droits. Limitation d'utilisation à vitesse relativement lente. Si elles sont à taille inclinée ou en spirale, les engrenages sont dits coniques hélicoïdaux ou spiroconiques. Le but de ce profil est d'arriver à ce que plus de deux paires de dents soient en contact à tout moment. Pour cette raison, les engrenages coniques hélicoïdaux ou spiroconiques peuvent tourner jusqu'à 2 fois plus vite que les engrenages coniques droits. Les engrenages hélicoïdaux à arbres non concourants sont utilisés pour transmettre les mouvements à des arbres non parallèles. Ils ne sont pas courants et d'usage limité aux très basses vitesses et charges. Les engrenages à roues et vis en sont un peu une variante, lorsque l'angle formé par les deux arbres est de 90 degrés. Le petit engrenage, aussi appelé vis, a un ou plusieurs filets de démarrage. L'autre élément, la roue, est similaire à un engrenage hélicoïdal simple dont les dents sont incurvées, roue creuse, pour épouser la forme de la vis. Ce type d'engrenage est très utilisé car il permet d'avoir accès à une vaste gamme des plus grands rapports de vitesse. Cependant, les coefficients de friction sont très importants et donnent lieu à des problèmes particuliers de lubrification. Les engrenages dipoïdes sont comparables aux engrenages coniques avec arbres perpendiculaires mais travaillent dans 2 plans différents. Les conditions de lubrification de ces engrenages sont particulièrement sévères et en conséquence, on les rencontre peu dans l'industrie. Ils sont cependant utilisés à très grande échelle dans les ponts arrière de très nombreux types de véhicules. Considérons maintenant les combinaisons d'engrenages ou trains d'engrenages les plus courants. Bien que de simples jeux de 2 engrenages puissent être utilisés, les limites pratiques imposées par la taille et la résistance des dentures impliquent bien souvent la nécessité de combiner plus d'un jeu d'engrenages dans une boîte de vitesse ou un réducteur pour arriver au rapport de multiplication ou de démultiplication souhaité. Les moteurs équipés de réducteurs à engrenages hélicoïdaux sont largement utilisés dans l'industrie. De même que les réducteurs utilisant des ensembles d'engrenages hélicoïdaux et coniques hélicoïdaux ou spiroconiques. Dans ce réducteur, un jeu d'engrenage conique est utilisé pour changer la direction de rotation et arriver à une vitesse initiale de réduction avant utilisation d'un jeu d'engrenage hélicoïdaux qui permettra d'obtenir la réduction requise en sortie. Puisqu'ils permettent d'arriver à de grands rapports de réduction, les engrenages roues et vis sont souvent utilisés seuls. Cependant, on peut les trouver aussi combinés à des engrenages hélicoïdaux ou à d'autres roues et vis, comme dans cet ensemble. La double réduction par doubles ensembles hélicoïdaux est aussi une combinaison fréquemment utilisée. C'est ce qu'on appelle un train d'engrenage en tandem.
Dans certaines applications, comme dans la marine où l'espace est compté, des conceptions particulièrement compactes sont parfois pratiquées. Ceci résulte en des combinaisons étroitement imbriquées, un jeu de réduction en chevauchant physiquement un autre. On y parvient en dédoublant un des engrenages, à chevron dans ce cas. Le dédoublement de l'engrenage primaire ou secondaire peut être réalisé. Une autre configuration de réducteur pour espaces encore plus réduits est le train d'engrenage épicycloïdaux. La surface intérieure d'une couronne freinée est munie de dents. Des engrenages solidaires appelés planétaires s'y engrainent, ainsi que sur un pignon central conducteur. Généralement, 3 ou 4 planétaires sont utilisés pour obtenir un bon équilibrage. Les trains d'engrenage épicycloïdaux sont relativement légers, très compacts et, résultant en un entraînement concentrique, ont l'avantage d'être peu bruyants et de générer peu de vibrations. Ils peuvent être conçus pour des rapports de réduction allant jusqu'à 12 à 1. Toutefois, certains trains composés peuvent aller jusqu'à 400 à 1. Ces trains d'engrenage sont difficiles à réaliser et le risque est plus sérieux que pour les autres solutions, de voir l'ensemble bloqué par la défaillance d'un des composants. Passons maintenant à la question « Pourquoi lubrifier ?» Cette séquence montrant les déformations élastiques produites au contact de travail de dedans permet de voir que la contrainte mécanique est très concentrée dans une zone très réduite à un instant donné. Les forces en jeu dans cette zone sont très importantes. Si nous considérons un engrenage neuf au microscope électronique, ce qui semblait de prime abord être une surface lisse est en fait constitué d'un ensemble agressif d'arêtes vives et de creux. Voyons maintenant deux de ces surfaces en mouvement l'une contre l'autre. Leurs milliers d'aspérités microscopiques portent les unes sur les autres à une très forte pression. Dans un premier temps, elles se déforment simplement et parfois se cassent. Mais, avec la montée en température due au frottement, elles se soudent et s'arrachent. Si l'on fait tourner deux engrenages en contact direct, l'usure des dents, montrée ici à vitesse accélérée, les rendra vite inutilisables. Il est évident qu'on ne peut pas permettre le contact direct. C'est là l'objectif principal du lubrifiant, former un film de séparation qui évitera les contacts destructeurs métal-métal. La quantité de lubrifiant requise pour ceci est très faible. Cependant, le lubrifiant doit protéger aussi contre la corrosion, nettoyer en entraînant les éventuels corps étrangers hors de la zone de travail des engrenages et refroidir. La masse du lubrifiant est utilisée à cette dernière fonction, c'est-à-dire à transférer la chaleur résultant des frottements du travail loin des engrenages, dans l'air, soit directement, soit via un système de refroidissement. Différents modes d'application du lubrifiant sont pratiqués. Considérons les principaux. Les engrenages nus sans carter travaillent le plus souvent à faible vitesse et une huile classique ne pourrait y adhérer. Ainsi, et bien que certaines graisses soient parfois utilisées, ces engrenages sont généralement lubrifiés par des produits composés de bitume et d'huile ayant une viscosité appropriée aux conditions de température ambiante. Ces compounds peuvent être suffisamment visqueux pour ne pas fluer aux plus hautes températures d'utilisation, mais pas visqueux au point de perdre leur adhérence à très basse température. Pour lubrifier les trains d'engrenage travaillant à plus haute vitesse et requérant ainsi des lubrifiants de plus haute viscosité, la méthode d'application du compound a été pendant longtemps de le faire chauffer pour pouvoir l'appliquer à la brosse ou à la spatule. Une méthode plus efficace a maintenant été mise au point. Dans la formulation du compound, on incorpore un solvant qui s'évaporera après application. Ceci rend la mise en œuvre beaucoup plus aisée et contribue à éviter le surgraissage de l'engrenage.
Cette solution a aussi rendu possible le développement de l'automatisation de la lubrification de ce type d'engrenage, utilisant, en bout de ligne, de l'air comprimé et des pulvérisateurs. La grande majorité des engrenages sous carter est lubrifiée à l'huile. La méthode d'application la plus simple est le barbotage, comme nous le voyons ici. Cependant, plus la vitesse de rotation est élevée, plus de puissance est dispersée par ce brassage. Une manière de réduire ce problème consiste à placer dans la partie basse de l'engrenage un déflecteur enveloppant perforé. Ceci réduit effectivement la quantité d'huile brassée, tout en permettant cependant à suffisamment d'huile de lubrifier et de refroidir les engrenages. Si les vitesses sont encore plus élevées, des systèmes de pulvérisation sont utilisés. Bien que la quantité d'huile ainsi amenée puisse aller de la fine pulvérisation à la cascade enveloppant totalement les pignons, le principe de pompage de l'huile jusqu'au point où elle est requise reste le même. La pratique la plus courante consiste à pulvériser soit à l'engagement, soit au désengagement des dents. La première alternative, à l'engagement des dents, a été pratiquée pendant longtemps. Mais on pense maintenant préférable, à l'exception des très basses vitesses, d'appliquer le lubrifiant au désengagement des dents. Ceci permet en effet un refroidissement optimum tout en réduisant les risques de trop grande accumulation d'huile au creux des dents. Ainsi donc, la grande majorité des engrenages industriels est lubrifiée à l'huile. Mais les lubrifiants modernes peuvent incorporer une vaste gamme de différents additifs améliorant de performance, résultant en des produits finis de comportements différents, disponibles en de nombreuses viscosités. Comment donc choisir le lubrifiant le plus approprié à la machine et à ses conditions d'utilisation? De nombreux facteurs influencent le choix du lubrifiant adéquat pour un ensemble donné d'engrenages. Le type d'engrenage, la vitesse de travail, le rapport de réduction, les températures ambiantes et opérationnelles, la charge et ses caractéristiques spécifiques sont certains des facteurs importants à considérer. En plus, le choix du lubrifiant doit aussi tenir compte du type de portée présente dans le système. Les engrenages, lubrifiés par barbotage, comportent généralement des roulements à billes, éliminant en grande partie les problèmes de frottement. Dans ce cas, les portées affectent peu le choix du lubrifiant. Cependant, dans le cas des engrenages lubrifiés par pulvérisation, des paliers lisses sont généralement utilisés et les pertes par frottement peuvent être beaucoup plus grandes. On doit en tenir compte dans le choix du lubrifiant. Pour les besoins de leur lubrification, on peut diviser les engrenages en 3 groupes. 1. Les engrenages droits, hélicoïdaux, à chevrons, coniques droits, coniques hélicoïdaux. 2. Hypoïdes. 3. Roues et vis et hélicoïdaux à arbres non concourants. Considérons la lubrification du premier groupe, puis nous verrons les différences avec les deux autres. Si on observe avec attention les repères portés sur les dentures, on se rend compte que l'action d'une dent sur l'autre est une combinaison de roulement et de glissement. Ce banc spécial peut être utilisé pour montrer que la partie roulement du mouvement favorise la formation d'un film d'huile séparateur. La portée sphérique roule contre un disque de verre. Le mouvement de rotation de la bille force un film d'huile entre elle-même et le verre, en augmentant l'épaisseur comme la vitesse augmente. L'épaisseur du film peut être mesurée par l'observation du changement des dessins d'interférence résultant de l'envoi d'un rayon laser sur la zone de contact. Avec les engrenages, le mouvement de roulement des dents les unes sur les autres a le même effet bénéfique sur la formation d'un film d'huile séparateur, effet qui augmente avec la vitesse. Cependant, le mouvement de glissement entre les dents produit, lui, une augmentation de température par frottement, qui fera baisser la viscosité de l'huile et tendra à en détruire le film. Pour tout système d'engrenage, le choix de la viscosité correcte
est nécessairement un compromis. L'huile doit être suffisamment visqueuse pour former un film lubrifiant adéquat à la température maximale de fonctionnement, mais pas visqueuse au point de provoquer des pertes excessives de puissance par brassage ou frottement fluide. Avec les engrenages à haute vitesse, on peut utiliser des huiles de relativement basse viscosité, alors qu'à basse vitesse, des viscosités plus élevées sont nécessaires. Qui plus est, les vitesses de fonctionnement sont souvent susceptibles de fluctuer considérablement pour un même système d'engrenage, rendant encore plus difficile et critique le choix rationnel de la viscosité à retenir. De même qu'elles affectent le choix de la viscosité, les hautes températures ambiantes et opérationnelles ont un autre effet sur l'huile. Elles l'oxydent. À haute température, l'huile s'oxyde plus rapidement et perd beaucoup de ses pouvoirs lubrifiants. Pour cette raison, il est souvent souhaitable d'utiliser une huile comportant un additif antioxydant. Le type de charge est un autre facteur qui influence le choix du lubrifiant. Dans les cas extrêmes, il n'est pas toujours possible de maintenir l'existence d'un film lubrifiant. On a alors affaire à des huiles spécialement conçues pour procurer une protection beaucoup plus importante. Ce sont les huiles dites anti-usure et EP, extrême pression. Lorsque la charge et les vitesses sont élevées, mais les températures relativement basses, on utilise une huile anti-usure. L'additif anti-usure réagit, se combine avec le métal et produit à sa surface un film protecteur. Si la charge est importante, quand les températures opérationnelles sont susceptibles d'être assez hautes pour que les aspérités en contact se soudent les unes aux autres, la défaillance du film lubrifiant résultera en une usure sévère des dents. C'est le microgrippage formant des griffures longitudinales destructrices. Pour éviter ceci, une huile contenant un additif EP, extrême pression, doit être utilisée. Dans ce cas, c'est la montée en température qui déclenchera la formation d'un film protecteur sur le métal. Avec les huiles EP, il y a un risque potentiel que les additifs puissent attaquer les métaux jaunes dans le système. L'essai de la lame de cuivre est largement utilisé pour pouvoir s'assurer que les additifs choisis sont suffisamment réactifs pour produire un film protecteur sans pour autant devenir corrosif à l'égard des autres métaux dans le système. Avec les engrenages hypoïdes, un facteur additionnel doit être considéré. C'est la composante de particulièrement fort glissement le long de la ligne de contact qui tend à y déchirer le film d'huile. Ceci implique qu'alors, une huile EP doit toujours être utilisée. Lorsque les conditions sont particulièrement sévères, comme dans le cas des ponts arrière de véhicules, une huile EP spécialement conçue pour ponts hypoïdes est nécessaire. Comme pour les engrenages hypoïdes, les engrenages du type roue et vis présentent une importante composante de glissement le long de la ligne de contact. Cependant, comme la charge imposée aux dentures est inférieure à celle rencontrée dans les engrenages hypoïdes, les exigences de lubrification sont moins sévères. Des alliages spéciaux sont utilisés pour réduire la friction au contact des dentures. Généralement, la vis est en acier sémenté et poli et la roue en bronze en phosphore moulé. De la chaleur est cependant générée par frottement de contact et des problèmes de lubrification en résultent. À basse températures opérationnelles, des huiles minérales raffinées de viscosité élevée peuvent convenir. Cependant, avec l'augmentation des températures, la vie de l'huile deviendrait trop courte. Dans certains cas, il est possible d'utiliser une huile EP. Cependant, ceci n'est généralement pas acceptable car certains additifs extrême pression peuvent attaquer les métaux jaunes et donc la partie roue de l'engrenage. Pour cette raison, les huiles EP seront à proscrire si les températures sont susceptibles de monter au-delà de 60 degrés centigrades. Lorsque l'utilisation implique une fréquence importante de démarrage et d'arrêt, certains constructeurs recommandent l'utilisation d'une huile minérale incorporant une faible proportion d'huile grasse végétale ou animale, telle que l'huile de suif non acide, acidless tallow. Ceci permet de réduire l'effort de couple au démarrage et autorise donc la pratique de démarrages et arrêts successifs plus en douceur.
Mais les polyglycols synthétiques inhibés contre la corrosion et l'oxydation sont de loin les meilleurs lubrifiants pour les couples roues et vis. À l'occasion de cet essai, deux réducteurs identiques tournent sous une même charge. L'un est lubrifié par une huile minérale et l'autre par un polyglycol de synthèse. Après plusieurs heures en service, on constate que le réducteur lubrifié à l'huile synthétique tourne à température beaucoup plus basse que l'autre. Ceci résulte d'un frottement très réduit entre les dentures. On peut considérer qu'une huile synthétique, comme celle montrée ici, à droite, peut généralement apporter jusqu'à 5% d'économie d'énergie, avec une meilleure stabilité à l'oxydation et un gain de couple de sortie pouvant aller jusqu'à 100% par rapport à ceux obtenus avec utilisation d'huile conventionnelle. Les huiles de synthèse font partie des nombreux produits résultant des programmes de recherche et de développement du groupe Shell pour améliorer la lubrification des engrenages industriels. Quelle qu'en soit l'application, Shell produit une vaste gamme de lubrifiants de haute qualité, mis au point grâce à son expérience mondiale pour améliorer la protection, donc le comportement et la durée de vie des machines.